Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre rétro hebdo de la semaine. L'actualité qui a été diffusée ici à la chaîne télévision Canal King Télévision, votre chaîne, la télé-vérité. Pour ce soir, j'ai comme invité M. Thomas Kapouyaye, cadre de base au sein de l'UDPS, plus connu sous le nom de M. Jérusalem. Avec lui, nous allons devoir commenter l'actualité qui a dominé la République démocratique du Congo cette semaine ici en RDC. M. Thomas Kapouyaye, Jérusalem, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, monsieur journaliste, on nous appelle le cardinal. Je suis ravi d'avoir eu cette opportunité de faire ce que l'on appelle l'étoiletage, soit décortiquer l'actualité de la semaine. Justement, l'actualité de la semaine, je salue son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui qu'on a toujours surnommé Fatoueton de Yerushalema pour sa diplomatie intelligente, active et gagnante. Bon, moi je salue le peuple congolais qui nous suit actuellement. La semaine a été marquée par cette grande rencontre du ministre de l'économie qui a reçu plusieurs acteurs de ce secteur où ils ont échangé en ce qui concerne les prix des denrées alimentaires concernant les fêtes de fin d'année qui commencent bientôt. Je vous laisse suivre cet élément. De ce mardi 10 décembre 2024, le ménage congolais peuvent espérer un bien-être socio-économique avec une baisse significative des prix de biens de première nécessité sur l'ensemble du territoire national. Une initiative cruciale qui répond à l'angoisse ressentie par la population face à la vie chère, véritable fléau économique. Les principaux importateurs du pays, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo, ont signé des accords à la primature sous l'égide de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Cette rencontre, qui s'est tenue ce lundi 9 décembre 2024, a été marquée par la forte annonce de réduction de prix des produits essentiels tels que le poisson salé, le lait, le sucre, la viande, les cuisses de poulet et les riz. Le gouvernement a également confirmé sa décision de réduire certains prélèvements fiscaux, permettant ainsi aux consommateurs de bénéficier des prix plus accessibles. Par cette initiative, la chef du gouvernement fait respecter un des engagements du chef de l'État Félix Tshisekedi de redonner aux Congolais leur pouvoir d'achat et de lutter efficacement contre la vie chère. Le ministère de l'économie nationale et celui des finances ont travaillé sous le leadership de la Première ministre pour parvenir à ce résultat notable. Avec ces mesures, le gouvernement congolais prouve son engagement à défendre le pouvoir d'achat de ses concitoyens. Le baisse des prix prévus entre 5 et 11% devrait impacter positivement les quotidiens des Congolais, leur offrant une bouffée d'oxygène après des mois de pression économique. La réponse des acteurs économiques, notamment du secteur pétrolier, est déjà perspectible avec une diminution des prix entraînant une stimulation de la consommation et redynamisant ainsi l'économie nationale. Cet élan collectif démontre qu'en conjuguant les efforts, il est possible de créer un environnement économique plus favorable et juste pour tous. Je vous avais vite en besoin, c'était plutôt la Première ministre avec le ministre des économies qui ont reçu pratiquement les importateurs de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi à présent. Je vous laisse suivre la réaction de quelques membres de la FEC présents lors de cette réunion avec Madame la Première ministre, où ils ont livré les impressions sur les produits. Suivez. L'objectif, c'était de réduire le prix des produits alimentaires de première nécessité. L'objectif, c'était la lutte contre la vie chère. Parce qu'il y avait trop de plaintes, nos frères congolais, ils ont vu que certains produits ont pris beaucoup à la hausse. Donc c'était ça l'objectif. Nous avons travaillé pendant 3 mois avec le vice-premier ministre de l'économie et son cabinet. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux. Nous sommes arrivés à un bon résultat qui arrange. J'espère ce résultat qu'elle va produire ses effets et qu'elle va satisfaire la population. Nous nous sommes engagés devant Madame la Première ministre, devant le vice-premier ministre de l'économie, à réduire certains produits de première nécessité. Nous allons les réduire à la baisse et nous allons continuer parce que, comme vous le savez, ce sont les charges qui posent problème et le vice-premier ministre nous a promis que nous allons évoluer par étapes. Je crois que c'est la première étape, il y aura une deuxième étape
effectivement, donc si la vie coûte cher, c'est suite à plusieurs taxes, plusieurs frais qui ne profitent même pas peut-être au trésor public. La baisse de ces prix entraînera plus de ventes. Les prix vont baisser à partir de demain. Je serai moi-même sur le terrain demain pour aller le constater. Et le ministère de l'économie va continuer ce travail pour s'assurer que la baisse au niveau des grossistes se répercute jusqu'au niveau des détails. Voilà, je reviens à vous, M. Thomas Capouillage, vous êtes cadre de base au sein de l'UDPS. Monsieur Jérusalem, vous venez de suivre ces images. Ça s'est passé cette semaine. Je me rappelle, au tout début du mandat du chef de l'État, il avait promis de faire des Congolais des millionnaires. Mais je suis écœuré et sidéré de voir le ministre de l'économie entouré de ces mercenaires économiques, tous ces expatriés qui tiennent l'économie de la République démocratique du Congo en main et qui aujourd'hui qui décident du sort de notre économie, du sort des produits de première nécessité. Et j'ai l'impression que même les autorités sont en train de les supplier de baisser les prix. Je suis vraiment déçu, vous êtes du pouvoir. Est-ce que les Congolais attendaient ça, de voir ce genre d'image? Oui, monsieur le journaliste, ça me fait très mal quand il parle que tu es dessus. Tenir l'économie de ce pays en main comme ça se faisait à l'époque, ce n'est pas une moindre chose. C'est un processus. Parce qu'à l'époque, on avait des hommes d'affaires, soit des opérateurs économiques congolais forts. On avait Lusakivana, on avait Kansebo, on avait Paris Sylvain, on avait Padis, on avait Jean-Baptiste de la République. Oui, on avait Janon Bemba, sans oublier Dokolesi Consort. Mais depuis que Maréchal est parti, le pays a été pris en otage par l'AFDEL et tous ces grands hommes d'affaires congolais qu'on citait, qu'on venait de citer, ils ont disparu sur le terrain. Et c'est l'AFDEL qui a facilité que notre économie puisse être gérée par les expatriés. Même si l'AFDEL n'est plus, maintenant vous êtes au pouvoir. Oui, mais c'est là où je suis en train de dire que c'est un processus, ce n'était pas par bâton magique, son excellence, avec Antoine Tshisekedi Tshilombo avait déjà promis qu'il va faire des jeunes Congolais, des jeunes entrepreneurs, des nouveaux millionnaires du Congo. C'est ce que les Congolais attendaient. Justement, mais c'est un processus, il est en train de faire ça, et ça demande au moins une transition, le temps que ces gens-là puissent aussi prendre conscience, comment gérer, comment se prendre en charge, et faire la remise et reprise avec ce qu'ils ont trouvé sur le terrain. Actuellement, honnêtement, y a-t-il des Congolais riches? Quand je dis riches, des gens responsables, capables de prendre les choses en main. Je ne parle pas des gens qui construisent des maisons à eux, qui s'achètent des jeeps à eux. Je parle des Congolais riches, responsables, capables de mener des entreprises. Maintenant, là, non, il y en a 2, 3, 4, ils ne sont pas encore nombreux. Et ici, il faut même booster nos frères là congolais, leur donner des crédits si qu'on sort. Ils peuvent faire quelque chose, mais il faut au moins avoir un nombre important pour équilibrer le marché. On ne peut pas prendre 4, 5 et les mettre en difficulté avec 15, 30, 50 qui se sont déjà récupérés, soit qui pèsent sur le terrain, soit qui se sont déjà imposés sur le marché. Là, ça risque de créer une guerre pour rien. Et je remercie d'abord la vision de son Excellence, comme on venait de voir, le Premier ministre, Mme Jiti Tsumina, qui l'a souligné. Le VPM de l'économie Moukoko Samba. C'est pour la première fois de voir le mois de décembre qu'au lieu que les choses puissent aller vers les hausses, mais nous allons vers les bas et il y a stabilité. Monsieur la vision du chef de l'État est là. Le problème, c'est la mise en application. Nous avons vérifié, les prix n'ont pas baissé. Ces mercenaires économiques, ces expatriés, continuent à garder les mêmes prix. Moi, je vous donne la confirmation, M. Jérusalem. Mais justement, là, je te donne aussi raison. N'oublie pas que tout ce que nous voyons comme des opérateurs économiques, des mercenaires ici, sont en complicité avec des personnes que nous appelons des Occidentaux. Pour les pays occidentaux qui nous imposent leur dictat, qui nous imposent l'esclavagisme, ne peut pas accepter facilement qu'on puisse quitter dans leur esclavagisme avec beaucoup de facilité, qu'on prenne la charge de notre économie, notre social. Et si ça arrivait
si on arrivait à ce stade-là, c'est qu'on dirait que non, c'est la fin de l'hégémonie occidentale. Mais nous sommes en train de faire la guerre. Nous avons les capacités, je vous informe, économiques, il y a le facteur humain aussi. Donc on se doit quand même de changer, de rectifier le tir pendant qu'il y a encore temps. Justement, mais c'est un processus. Je sais que dans quelques temps, une année, 2 ans, la situation va nous revenir. Ça, ce n'est pas un problème. Mais on n'est que dans un débit d'arracher la situation dans des mains des terroristes économiques qu'on est en train de citer aujourd'hui. La semaine a été aussi marquée par cette rencontre entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et le président du Parlement, Vital Kamerhe. Les échanges ont tourné autour de ce problème, ce fameux problème qui continue à gangréner l'actualité, le problème de la Constitution, changement, révision. Je voulais suivre d'abord ce qu'a été cette rencontre entre le chef de l'État et le président du Parlement, Vital Kamerhe. Suivi. Dans 48 heures, le Parlement réuni en congrès va accueillir le président de la République pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Avant ces grands orales, attendus par la population, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est allé rencontrer le chef de l'État pour préparer ces grands événements. Au sujet de la Constitution, les speakers de l'Assemblée nationale adhèrent à l'idée de la mise en place d'une commission interdisciplinaire voulue par le chef de l'État. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Voilà, Monsieur Jérusalem, l'information a évolué. Vous avez suivi Monsieur Vital Kamerhe lors du congrès où le chef de l'État a été reçu au Palais du Peuple, le Sénat et puis l'Assemblée nationale réunie, donc le Congrès. Concernant ce sujet de la Constitution, il a mis les options sur la table. Il a parlé de la révision, il a parlé du changement, mais à la fin, en toute sagesse, il a évoqué qu'il y ait une commission, comme l'a dit M. Kamerhe, pour essayer de réfléchir, voir dans quelle mesure nous pouvons évoluer sur ce dossier. Au niveau de l'UDPS, dont vous êtes membre, le secrétaire général, M. Kabouya, insiste sur le changement de la Constitution. Est-ce que vous comprenez un peu l'imbroglio que vous êtes en train de mettre dans la tête des Congolais? Ça me fait rire la façon dont vous posez la question. Aujourd'hui, le peuple congolais a grandi. Il est à l'état où il doit prendre ses responsabilités. Et parler de changement de la Constitution, ce n'est pas un sujet de tabou. Et il n'y a pas longtemps, nous avons vu un pays de CEDEAO qui est Gabon, si je ne me trompe pas. Ils ont changé leur Constitution. J'ai vu des pays occidentaux appuyer cette initiative, ça n'a pas posé un problème. Mais quand ça se parle ici, chez nous au Congo, je vois comme s'il y a une chose, soit je ne comprends rien. Pourquoi les gens... Le contexte de ces pays de l'Afrique de l'Ouest, vous évoquez la CEDEAO, que ce soit au niveau de l'Afrique centrale, est-ce que le contexte est le même
problème, parce que nous avons un pays qui a ses réalités, un pays semi-continent. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons plus de 100 millions d'habitants où les choses doivent se faire de manière sage et propre. Nous n'avons rien envié aux pays, d'autres pays d'Afrique de l'Ouest que je respecte bien. Donc nous devons avoir une méthodologie propre à nous. Moi, je soutiens peut-être l'idée de la commission que le chef d'État est en train d'initier, au lieu de faire un forcing qui risque de nous diviser. Non, mais il n'y a pas le forcing. Je pense que tu as bien suivi le dire du président de la Chambre basse, qui est Vital Kamerhe, c'est lui qu'on a toujours appelé le pacificateur. Il a montré les donnes, comment on peut parvenir à faire, atteindre, faire les changements, soit réviser la Constitution. Il y a 5 organes qui sont cités, sans oublier la population sous la pétition. Moi, je te parle, l'IDPS est en train de faire sa pétition. On est déjà au-delà du nombre de personnes pour qu'on aille déposer ça à l'Assemblée nationale. Mais le temps a déjà évolué et nous voulons quitter dans les dictats de l'Occident depuis que le Congo est Congo, peuple africain en général, mais notre pays qui est le Congo, on n'a jamais rédigé notre constitution avec nos voyants philosophes, professeurs de droit et notre savant congolais. Et le temps est arrivé, comme son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo l'avait déjà dit, que non, il va créer une commission qui va statuer sur ça. Mais pour nous, l'IDPS, avec ce que nous connaissons dans ce pays-ci, nous allons passer directement aux vitesses supérieures, changer la Constitution. Il n'y aura plus question de modifier, mais nous allons changer la Constitution, tailler la Constitution sur la vision des Congolais, parce que nous disons à toutefois que non, le monde est dynamique, n'est pas statique. Pendant que les Congolais attendent les vrais changements sur le plan social, les Congolais attendent les vrais changements sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, mais nous, on sont prêts d'abord à parler de ce fameux problème de la Constitution qui peut prendre, ma foi, 1 année, 2 ans. Non, mais c'est tout un monde. N'empêche, aucun pays dans le monde qui est épargné au problème. Aujourd'hui, en France, je peux te dire qu'il n'y a pas un gouvernement. Et en France, tous les Français pleurnichent. Il y a hausse des prix des logements, l'économie est par terre. Aux États-Unis, la même chose, c'est la même cause que les Américains ont eu à élire Donald Trump pour maîtriser la situation économique. Mais l'administration de ces pays est assez bien installée. En France, vous avez, même s'il n'y a pas un gouvernement, mais ils ont l'administration qui est très bien assise. Ils ont beaucoup de choses déjà où, enfin, je me dis, c'est quand même compliqué de nous... Oui, mais l'Afrique, depuis que nous disons qu'on a accédé à l'indépendance, soi-disant l'indépendance, mais les pays d'Afrique tout entier n'ont jamais été indépendants. C'est aujourd'hui que nous avons les vents qui flottent en Afrique pour qu'on puisse arracher les vraies indépendances. Et pourquoi pas nous aussi, les Congolais, notre indépendance doit dépendre d'abord aux écrits que nous sommes en train de parler aujourd'hui de la Constitution, parce que cette Constitution que nous consommons aujourd'hui, nous les appelons la Constitution des belligérants. Et c'était des Occidentaux qui ont mis le peuple congolais en difficulté à avoir au moins l'esprit de divergence à gauche, à droite, où on s'entretue. Et aujourd'hui, nous perdons du jour au jour nos frères, nos mamans, nos sœurs là à l'Est, sur l'impulsion de l'Occident. Donc, il faut changer la Constitution. Non, mais mon frère, l'IDPS et les Congolais, en général, sont en train de changer, d'attendre que les changements soient l'indépendance. Commence par les changements radicaux, comme Frank Etienne nous avait dit, la Constitution doit être changée. Pas question de la révision. Et nous allons atteindre notre objectif ipso facto, et la Commission va trouver la population congolaise dans leur chemin, et nous allons même recourir sur l'article 5 de la fameuse constitution que Joseph Kabila nous a dit que non, c'était sa constitution. Dans l'article 5 de cette constitution-là de Joseph Kabila, dit que non, la souveraineté vient de la population. Et c'est la population qui va se préciser, soit se prononcer pour le changement de cette constitution. Peu importe le temps que ça prendra, vous allez rester ferme, vous restez... Non, ça ne va plus prendre beaucoup de temps, parce que nous avons beaucoup de choses à faire, et comment on peut avancer pour quitter dans les dictats, soit dans l'hégémonie occidentale, ça ne va plus prendre beaucoup de temps. La semaine a été marquée aussi par ce fait de société au niveau de l'avenue Ouya. Nous sommes dans la ville province de Kinshasa.
où il y a pratiquement 2 avenues qui sont, qui est des pluies, qui n'est pas des pluies, qui sont pratiquement très inondées. Je vous laisse suivre ce reportage. Plusieurs maisons commerciales fermées faute de praticabilité de la route. Nous sommes sur l'avenue Oya, commune de Kitambo. Cette principale traîne une mauvaise réputation au niveau de Komoriko et Kilimani. Qu'il pleuve pas, l'eau est toujours là, avec une eau stagnante qui empêche les habitants de ce coin d'accéder facilement à leurs maisons. Et la plupart des maisons situées au coin des avenues Komoriko sont devenues déserts. Un manque à gagner pour les propriétaires de ces maisons. La réaction de quelques Kinois habitant les environs. Quand nous suivons des télévisions, des radios, tout ça, énorme des sommes qui sortent pour l'entretien des routes et tout ça. Mais là, presque toute la ville, quand vous arrivez dans des rues, mais pas d'essence, vous allez vous étonner. Et nous nous interrogeons, cet argent qui sort du matin au soir, cet argent va où? Nous sommes tous des Congolais, des pères et des mères. Aucun PDG qui est sorti de la France, aucun PDG qui est sorti je ne sais de quel pays. Congo, mais ce que nous sommes en train de vivre, ce sont des aventures ou quoi? Beaucoup d'argent, sommes d'argent qui sortent. Cet argent va où? Mais c'est une multinationale pour un pays. Il doit prendre les responsabilités. Où on convient, où on ne convient pas. Cette principale de l'avenue de l'Oyoa doit être élargie et modernisée au vu de la forte concentration des populations et aussi de la fluidité de la cité. Quittons la ville province de Kinshasa pour le Grand Bandondou, la ministre de l'Environnement, Madame F. Bazaïba, est en mission officielle. Le grand motif, c'est aller demander aux populations d'éviter la déforestation parce que la République démocratique du Congo a besoin de ces arbres. Je voulais suivre cet élément. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, a lancé la semaine de l'arbre à Kenge dans la province du Kwango. C'était dans le cadre du projet présidentiel Couloir Vert pour préserver 100 000 km² de forêt primaire. Lors de son discours, le maire de la ville, Noël Kouketuka, a alerté sur l'érosion menaçant Kenge, tout en rappelant l'importance du reboisement pour la survie écologique et sanitaire des habitants. Le vice-gouverneur Rémi Saki a dénoncé la pression exercée par l'exploitation du bois, proposant un plan de réforestation et l'usage de forêts améliorées. C'est une occasion pour nous de réaliser que le gouvernement central pense de temps en temps à notre province et que par rapport à tous les défis qu'il y a du changement climatique, le gouvernement national ne va pas nous oublier. Il songera de temps en temps à pouvoir envoyer des moyens nécessaires pour que nous puissions reboiser, reforester toutes les savanes de la province du Kwango. De son côté, Honoré Moulumba, directeur général du Fonds forestier national, a plaidé pour des réformes visant à financer efficacement le reboisement dans la province. Symboliquement, 2 arbres fruitiers ont été plantés, marquant le début de cette croisade d'afforestation. F. Bazaïba a rappelé que l'arbre est un allié vital et a encouragé les efforts locaux par la remise de sachets en polyéthylène destinés aux pépinières au coordonnateur provincial à l'environnement. À l'ancienne nuitamment, la nuit nous a trouvés. Même la nuit, on peut accoucher. Donc nous venons de planter les arbres la nuit. Les arbres, c'est comme nos enfants. Il ne suffit pas de planter, il faut encore les entretenir. Mais la symbolique la plus importante, c'est le lancement que je l'ai fait au nom du gouvernement central de venir faire de Kwango un territoire vert et à commencer par Kenge, une ville verte. C'est la province qui va accueillir les corridors verts. Et là, Kwango comme bastion de Kinshasa, Kwango comme l'une des portes de Kinshasa, nous avons commencé par là et ça c'est très important. Ces gestes traduisent une ambition claire, transformer Kenge en modèle de ville verte en RDC et contribuer à la restauration des écosystèmes dans un élan qui interpelle tous les Congolais à protéger leur patrimoine naturel. Monsieur Thomas Kapouya et Jérusalem, cadre de base de l'UDPS, vous avez suivi l'avenue de l'Oya. Vous avez le gouverneur qui est de l'UDPS. Au fait, monsieur Daniel Bumba, je voulais dire que vous avez du pain sur la planche parce qu'il y a beaucoup de choses à refaire dans la ville province de Kinshasa et vous en êtes conscient. Oui,
Oui, j'ai vu l'avenir de l'OIA, je prête ça souvent quand il faut aller sur 24. Mais il y a un problème que nous devons tous nous poser. Nos colonisateurs des Belges avaient laissé aussi leur plan cadastral. Très bien. Mais ce plan-là cadastral n'est plus mis en application jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons prendre ce plan-là, le mettre à côté et créer un autre plan qui ne connaissent pas la réalité du terrain. En politique, on dit gouverner, c'est prévoir. Pourquoi vous n'avez pas anticipé? Parce qu'il y a une forte population à l'époque. C'était à peine 2, 3, 4 millions. Maintenant, à Kinshasa, nous en avons plus de 20, 30 millions. 20, 30 millions, justement. Anticiper au lieu de laisser les populations subir ces désastres. Oui, ce n'est pas pour rien. J'ai été de passage une fois au plateau de Bateke. J'ai vu les sites que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu créer une nouvelle ville de ce côté-là. Je peux te dire que les travaux sont déjà en cours parce que j'avais vu... C'est encore un projet. Hein? Non, pas un projet, mais j'avais vu des géomètres, des ingénieurs, des architectes aller faire les plans, soit études de milliers, voir dans quelle manière des travaux peuvent déjà commencer. Et si on arrivait au moins à concrétiser, soit à matérialiser ces projets-là, la ville sera un peu équilibrée. Il y a encore une autre route qui quitte Mboudi, passée par qu'est-ce que je peux dire, côté de la route Matadi, Sangamamba, Mitende jusqu'à d'île Brasserie, qui va atteindre jusqu'à l'aéroport et ce qu'on sort. Et c'est une ouverture aussi de la ville. Parce que ça, c'est la nouvelle rocade, en fait. Justement. On va essayer d'ouvrir. Parce que depuis très longtemps, si on parvenait aussi à ériger un marché comme le marché musée, soit le marché central aussi de l'autre côté là-bas, les choses seront équilibrées. Nous tous ici, nous allons encore chercher à quitter de l'autre côté où nous sommes déjà surpeuplés et ouvrir aussi d'autres champs de l'autre côté. À quand le retour du train dans la ville province de Kinshasa, même l'exploitation au niveau du fleuve, les populations... Non, mais les trains qu'on appelle interurbains, ça fonctionne. Kinshasa, ça passe par Matete jusqu'à Kassangoul. Le tronçon là est déjà ouvert. Non, pour les populations de Tchang, à l'époque, nous savons qu'il y avait des trains qui pouvaient prendre 1000, 1500 personnes, essayer de désengorger la ville, mais maintenant, c'est compliqué quand même. Oui, mais il n'y a pas longtemps, j'ai vu le ministre, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, IL, était de passage une fois ici sur faire le contrôle de notre rail, là où on a déjà érigé, tout barré la route, comme tu venais de dire. Mais j'ai vu plusieurs personnes pleurer, faisaient des deuils pour dire que non, mais si le gouvernement prenait la décision de faire balayer cette route-là, il y aura l'ouverture, mais la loi est dure, mais reste la loi. Je pense que, comme on dit toujours un adresse qui dit Doura Lex, c'est de Lex, mais les projets déjà là, avec des étrangers, je ne sais pas si c'est Erdogan qui avait déjà pris ces marchés-là pour faire changer au moins les donnes. L'année prochaine, il y aura beaucoup de changements. Il y aura beaucoup de changements. La solution sera trouvée. L'actualité, la semaine a été dominée aussi par ce congrès, l'adresse du chef de l'État à la nation. Je voulais suivre ce qui s'est passé au niveau du palais du peuple. Suivez. Dans une allocution d'1h40, le chef de l'État a présenté les résultats déjà obtenus dans le cadre de ses 6 engagements de ce second quinquennat. Au plan socio-économique, le président Félix Tshisekedi a notamment fait part de la résilience de l'économie nationale en dépit d'un climat mondial peu reluisant. Le chef de l'État s'est félicité de compter 6 milliards de dollars de réserves internationales, ce qui représente 14 semaines d'importation, renforçant la capacité de la RDC à faire face aux incertitudes économiques. Il a aussi fait mention de la stabilité du taux d'échange de la monnaie nationale. Le chef de l'État a énuméré les premières mesures prises pour sécuriser les pouvoirs d'achat de la population. Concrètement, le jeudi 3 octobre 2024, dans la zone ouest, les litres d'essence est passé de 3 340 à 2
990,49 francs congolais et celui du gazole de 3 435 à 2 979,73 francs congolais, a-t-il fait savoir. Il a annoncé que le gouvernement a suspendu la taxe sur la valeur ajoutée TVA et réduit les taux des droits, taxes et redevances sur 8 produits alimentaires de première nécessité. Par cette action, l'État a choisi de renoncer à une part de ses revenus afin de soutenir directement des millions de Congolais qui consomment ces denrées chaque jour, a-t-il déclaré. S'adressant particulièrement aux Quinois, le président de la République a partagé leurs préoccupations liées aux embouteillages. À ce sujet, il a dit avoir instruit le gouvernement à procéder à une évaluation approfondie des mesures existantes et de proposer dans les jours à venir des améliorations ou ajustements significatifs pour remédier à cette situation. Toutefois, il a indiqué que dans le cadre des travaux liés à l'avenant au contrat mine contre infrastructure signé avec les Chinois, de nouvelles routes périphériques sont en cours de construction, notamment la rocade de Kinshasa. Le chef de l'État n'a pas manqué d'aborder la question relative au banditisme urbain, particulièrement le phénomène Kuluna. Je suis fermement convaincu que, outre le renforcement des moyens de services de sécurité, il est essentiel d'adopter rapidement des mécanismes efficaces de réinsertion pour les jeunes désœuvrés, a estimé le chef de l'État. Monsieur Kapouya, Jérusalem, 1h40 s'adresse à la nation du chef de l'État. Je reste à la conclusion du président de l'Assemblée nationale. Un discours plein d'espoir. Peut-on espérer? Oui, justement, j'ai vu une grande personnalité pour ce grand pays, c'est son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et en lui, j'avais vu l'image de Maréchal Mobutu. Quand Maréchal parlait, tonnait, il s'exprimait devant sa population. J'ai vu quelques images là en lui. Et j'ai vu aussi la sagesse de Mzee Laurent Désiré Kabila, malgré que nous le disons que... Est-ce que ce n'est pas des redites, c'est des choses qu'il a déjà dit? Non. Il a expliqué qu'il continue à redire encore. Non, il maîtrise la situation. Aujourd'hui, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous gère aujourd'hui, il est différent de celui des premiers quinquennats. Parce qu'il a la maîtrise de soi, il sait là où entrer, là où il faut sortir, avec la diplomatie qu'on lui jetons toujours des éloges, intelligente, active et gagnante. Et il a fait bouger de plusieurs lignes dans le monde, sans oublier qu'on a vu les passages même de président Biden venir en Angola, accepter d'associer RDC sur les ressources du Congo, mais ce qui ne s'est passé pas. C'est pour gérer peut-être leurs intérêts, les Américains. Moi, je pense que les Américains, quand ils viennent, c'est pour leurs intérêts, c'est pas pour arrêter de nous leurrer, c'est pas pour nous. Hein. Mais justement, oui, mais la messe a été déjà dite, mais c'était pour la première fois de voir des Américains accepter de signer des traités économiques, soit des accords économiques avec RDC, différemment, avec ce que nous avons vu quand Mzee Laurent Désiré Kabila avait accédé au pouvoir avec son compte d'État de l'AFDEL. À l'époque, on a vu Mzee signer les traités avec des multinationales, comme on dit, que des coopérants. Mais aujourd'hui, quand il y a un gouvernement responsable américain qui accepte de signer des accords avec vous, ce qui veut dire que des choses sérieuses sont déjà là. Et il y a la considération que non, il y a un grand temps. Et les populations attendent les retombées. C'est ça le plus important. Mais il y aura des retombées. Ce n'est pas un problème. Mais les retombées de ces accords que les populations attendent. Quand je parle des populations, je parle même des populations du Congo profond. Oui, il y aura des retombées du fait que quand il y a déjà ouverture des chemins de fer qu'on est en train d'ériger à partir de Angola, le Bito, passé par Katanga, Lualaba, Zambie, jusqu'à l'océan Indien là-bas. Mais c'est la population qui va bénéficier parce qu'il y aura des trocs, des transactions et les trains vont passer là-bas. Et il y aura aussi des trains commerciaux qui vont faire faciliter nos populations à se déplacer facilement. Pourquoi ne pas relier le Congo central au Kasaï, le Kasaï à
l'ex-province Équateur. C'est aussi important, ça. On a comme l'impression que le tout se fait parce que ce sont des minéraux, c'est à leur avantage. Alors que quelqu'un qui habite Maniema veut aller au Congo central au Kasaï, mais c'est un problème jusqu'à présent. Oui, tout à fait normal. On est en train de voir comment faire booster l'économie d'abord des Grands Kasaï. Et nous attendons qu'il y ait amélioration, soit matérialisation de la route Kananga-Kalamambouj. C'est une route qui va aussi nous faciliter à terre en construction, je crois. Oui, jusque-là, la route n'est pas encore mise en application comme on est en train d'attendre. Parce que si cette route-là parvenait à être traitée comme la population est en train d'attendre, ça va encore booster l'économie du Grand Kasaï. C'est le développement du Grand Kasaï, comme on le voit ici à Bakongo, Lufu et ce qu'on sort. Et notre pays était, qu'est-ce que je peux dire, était enclavé. Mais aujourd'hui, avec les Chinois qui vont aussi venir, le président chinois, il pourra venir le mois de janvier, soit le mois de février, avec des traités, des contrats de plus de 150 milliards de dollars. Et il y aura aussi un projet qui va nous faire quitter la route de Katanga jusqu'au Mwanda. C'est encore des projets. Mais les Chinois, on aime les Chinois parce qu'ils amènent des cash, des liquidités différemment avec ce que nous avons vu avec nos Occidentaux, qui nous amènent des crédits et prennent nos minéraux en frais généraux. Alors que les Chinois donnent du cash. Donnent du cash. C'est ça ce qui a fait trembler Biden de venir vite chercher aussi à avoir les marchés sur les minéraux du Congo. Parce que si la Chine venait à matérialiser son projet, c'est l'économie chinoise qui va toujours booster. Et notre pays aussi va avancer, nous allons atteindre ce que nous appelons les peuples d'abord, soit le développement des 145 territoires. Les Chinois sont prêts de mouiller les maillots pour faire changer des donnes différemment avec des Occidentaux qui nous ont colonisés à tous les niveaux. Et les Occidentaux, quand ils viennent, ils prennent tout sans les retours. Mais aujourd'hui, quand ils acceptent quand même d'ériger les corridors, des bananes, et quoi ça, des Angola, le Bito, c'est déjà un début de commencement. Parce qu'ils sont tentés de voir que non, l'Afrique commence à prendre l'ampleur. Et si nous cherchons toujours à dicter notre position aux Africains, ça risque de se casser. Et qu'on accepte quand même les prêts que ces gens-là nous ont proposés. La semaine a été marquée par cette grande rencontre au niveau du VPM du transport. Cette audience avec la Banque d'investissement européen, une délégation qui est arrivée sur M. Jean-Pierre Bemba, où j'ai échangé sur des faisabilités en ce qui concerne le développement dans ce secteur du transport ici en République démocratique du Congo. Je vous laisse suivre. La représentante de la Banque européenne d'investissement, BI chargée de l'Afrique centrale et objet Mme Sweta Stova, accompagnée d'une importante délégation, a été reçue le mardi 2024 par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo. Les entretiens ont porté sur les investissements que la BI souhaite réaliser pour soutenir les projets de développement dans le domaine des transports en RDC. Au sortir de leur audience, la directrice de la BI a exprimé sa satisfaction quant aux projets prioritaires. Nous avons discuté des grandes lignes de notre soutien au secteur des transports pour le Congo, surtout pour les corridors stratégiques régionaux tels que le corridor de Lobito, mais aussi le corridor Douala, Bangui et Kampala qui passe par la République du Congo, et aussi bien les transports ferroviaires, les transports multimodaux, les ports secs et autres qui sont vraiment prioritaires et primordiaux pour le développement du pays. Rendons à présent au niveau de Lubumbashi où il y a une grève. Au niveau de l'ISP Lubumbashi, la réaction de quelques professeurs sur cette grève. Nous, membres des corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers, représentant le banc syndical de l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi, considérant le mouvement de grève du banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique, déclenché depuis le 9 décembre 2024, considérant le mot d'ordre lancé par le banc syndical auquel le personnel de l'ISP Lubumbashi appartient de droit, constatant que
l'ensemble des revendications reprises dans les accords de Bibois 1 et 2 n'ont pas été respectées par le gouvernement qui est notre partenaire. Vu l'urgence et la nécessité, déclenchons à dater de ce jour une grève générale et sèche pour une durée indéterminée et restons ouverts à tout dialogue au travers de notre hiérarchie syndicale. Fait à Lubumbashi le 12 décembre 2024. Le banc syndical de l'ISP Lubumbashi. Revenons ici dans la ville province de Kinshasa, au niveau de la commune de Bumbu. La major Hortense de la police nationale congolaise a présenté 14 bandits urbains communément appelés Kuluna. Ces garçons seront déférés devant la justice pour que la loi soit dite. Suivez. 14 bandits urbains communément appelés les Kuluna arrêtés en une nuit. Nous sommes dans la commune de Bumbu, la ville province de Kinshasa, à travers l'opération Ndobo. C'était sous la pluie où le major Hortense a présenté 14 éléments devant les populations de cette commune pour lutter contre la criminalité. Elle a exhorté ces jeunes à abandonner ces mauvaises pratiques en leur prodiguant d'abord des conseils. Na Bible na bango na tolo bango balobake vina bango na maboko ya bango oyo nde bakotelaka bato na kati ya ndako na butu bakuki porte ya ndako baza na machete bakopapa yo na kati ya ndako na yo babotoli biloko nyonso ya ndako na yo oyo ozomona 4 personnes oyo ozomona bana mike mais soki babimeli yo Ces arrestations font partie des mesures de sécurité renforcées pour contenir les actes de violence et de délinquance dans les quartiers les plus touchés de la ville provinciale de Kinshasa. La police provinciale réitère son engagement à suivre et à mettre en application avec amour et abnégation, sans fléchir, toujours rester dans sa mission régalienne, celui de sécuriser les populations sur toute l'étendue de la République. Monsieur Jérusalem, après un second mandat, la ville continue à arrêter ses civiques, les bandits armés, les Kuluna. Est-ce que vous êtes fatigué? Qu'est-ce qui se passe? Comment cette recrudescence? Ces garçons qui ne font que causer désolation et malheur dans les familles. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Cardinal, on est grandi dans ce pays ici à l'époque de Mobutu. Il n'y avait pas ce fléau ici des Kuluna. Il y avait l'insécurité, oui, mais le système ici, ça nous a été importé par l'AFDEL. C'était le système rwandais qu'on a vu par leur faux vrai génocide en 1994. Et au Rwanda, pour avoir, prendre les machettes, soit couper en morceaux, un humain créé à l'image de Dieu, ce n'était pas un sujet de tabou. Mais c'est ce fléau-là qui nous a été amené ici par l'AFDEL et ça a pris l'ampleur aujourd'hui. Tu vois un petit garçon, 18 ans, 20 ans, 22 ans, mais apparemment tu vois que non, il n'a pas la force. Mais la nuit, soit à un certain moment là, quand il te retrouve dans un coin là, tu es isolé, mais il va se faire de plus que digne, soit Ali ou bien Mohamed Ali ou bien Foreman. Bon, on fait comment maintenant que... Non, mais avec la décision prise par le gouvernement de leur faire passer directement par pendaison, soit par condamnation à mort, je ne vois pas le mal, parce que dans notre code pénal congolais, les dispositions là de peine de mort existaient déjà. Malgré que quand Joseph Kabila a accédé en 2001, il avait supprimé, soit il avait suspendu la peine de mort. Donc vous êtes pour la peine de mort? Non, mais c'est une loi. La loi est dire, mais reste la loi. Mais quand ces inciviques ici tuent les gens, créent des déstabilisations, des désolations dans des foyers des gens, là c'est normal. Mais ce qui me fait très mal, quand ces inciviques ici te font du mal, là il n'y a pas les termes droits de l'homme. Mais quand le gouvernement veut prendre la vitesse supérieure pour punir ces inciviques,
Là, tu verras des associations des droits de l'homme venir exposer et faire valoir que non, les droits de l'homme existent. Mais il y a des poids, des mesures. Dans un pays où l'État s'impose, dans des grands pays comme on peut parler l'Amérique, l'Angleterre, l'Allemagne, ici qu'on sort, là il n'y a pas de droits de l'homme là-bas. C'est l'État qui s'impose. Mais dans nos petits pays ici, quand vous voulez aussi imiter leur système, ces gens-là vont venir vous imposer les dictats, vous faire voir des lois, droits de l'homme, de ceci, de cela, tout ça. Mais je ne vois pas pourquoi on peut garder des inciviques ici, dans des familles, soit dans la vie courante, parce qu'ils sèment des désolations. Il faut que l'État congolais puisse leur punir sévèrement jusqu'à leur dernier retranchement. La semaine a été marquée, toujours dans la commune de Bumbu, par l'arrestation de ce jeune homme qui a tué son propre frère à cause d'un problème de moto. Suivez comment est-ce que la bourgmestre de cette commune, Madame Marie Yakbato, avec les services de sa commune, ont mis la main sur ce groupe de jeunes garçons. Suivez. Présenté par la responsable de service de la police de la commune de Bumbu, la major Hortense, ce jeune homme a mis fin au jour de son frère au motif. Pendant plusieurs jours, il n'avait pas versé normalement le versement de la moto qui appartenait à ce dernier, c'est-à-dire le grand frère. De manière très brutale, il a tué, brûlé et simulé une pendaison. Mais grâce à la politique locale de sécurité mise en place par la bourgmestre de Bumbu, Marie Yakbato, très motivée à sécuriser ses populations comme le demande la hiérarchie, ce jeune homme a été arrêté et déféré devant la justice. La bourgmestre Marie Yakbato explique. Tout à l'heure que na limité, na confiance na comité local na sécurité à proximité. Bango bazosa musala ndenge oyo moni wana grâce dans bango yango wana lelo audience foraine oyo eza koleka sikoyo na district ya Funa bapenzi bazwa bango batinda bango bisika bisengeli. Bumbu doit rester une commune de paix et de sérénité, a martelé la bourgmestre, conformément à la volonté du ministre de l'Intérieur, qui met en application la vision du gouvernement, celui de sécuriser les populations et de leur rendre une vraie justice. La bourgmestre de Bumbu, à travers son plan local de sécurité, mettra tout en œuvre pour sécuriser sa commune. Restons toujours à Kinshasa, où cette fois-ci au niveau de la CENI, il y a l'inauguration du nouveau entrepôt de cette grande structure qui généralement gère des problèmes des élections. Cette inauguration a été pratiquement présidée par le président de cette institution, M. Denis Kadima Suivi. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a procédé à l'inauguration de l'entrepôt central de son institution basé à Kingaboa au niveau de l'AMI Congo sur poids lourd. En coupant les ribans inaugural du centre électoral Bossolo, Denis Kadima Kazadi a tenu à signifier à l'opinion publique que le centre électoral Bossolo est un engagement de la CENI qui vient de se matérialiser pour la bonne gouvernance électorale en ce qui concerne la transparence et la traçabilité dans la publication des résultats des élections. Pour ce faire, le numéro 1 de l'administration électorale, Denis Kadima Kazadi, a rassuré que les résultats des élections du 15 décembre 2024 à Massimanimba, dans la province du Kwilu, et à Yakoma, dans la province du Nord Ubangi, seront bel et bien publiés bureau par bureau à partir du centre électoral Bossolo à Kingaboa le dimanche soir, et la publication va se poursuivre jusqu'à le lundi. Cet événement symbolise non seulement une étape significative dans l'évolution de notre processus électoral, mais également l'engagement indéfectible de la Commission électorale nationale indépendante à toujours améliorer la gouvernance électorale en République démocratique du Congo. La principale critique qui nous était adressée concernait la transparence et la traçabilité dans la publication des résultats électoraux. Pour restaurer la confiance des citoyens, il fallait adopter des mesures correctives. L'établissement du centre électoral Bossolo répond à ces préoccupations et représente une de ces mesures phares. Ce centre est une preuve tangible de la volonté de la CENI d'améliorer constamment sa manière de servir l'électorat congolais. Le centre électoral Bossolo est donc la concrétisation de notre promesse de transparence électorale.
L'administration électorale de la RDC a pris l'initiative de disposer de ses propres bâtiments et locaux. Pas question de louer, une initiative qui fera réellement l'indépendance de la centrale électorale de la République démocratique du Congo. 2 projets de loi d'habilitation ont été passés au peine fin au niveau de l'Assemblée nationale. Je vous laisse suivre. Dans son mot précédant le débat, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, soucieux de ne pas bloquer la machine gouvernementale pendant que les représentants du peuple sont en vacances parlementaires, a précisé qu'il est nécessaire de doter le gouvernement de certaines lois d'habilitation pour les matières urgentes, afin de lui permettre de prendre des décisions idoines pour le bon fonctionnement de la nation. Au cours de cette plénière, 2 projets de loi d'habilitation ont été examinés et adoptés après débat. Il s'agit notamment du projet de loi d'habilitation autorisant la ratification de la Convention sur l'enseignement technique et professionnel signée à Paris le 10 novembre 89, portée par le ministre de la Formation professionnelle Marc Ekila. Projet de loi d'habilitation sur la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République portée par le ministre d'État chargé de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba. L'absence de l'autorité de l'État, l'arrêt des travaux du programme de développement local des 145 territoires initiés par le chef de l'État dans certains coins du pays. Les tracasseries administratives et routières sur les axes d'intérêt général par les agents du ministère des Transports. L'absence de rétrocession du gouvernement central aux provinces et entités territoriales décentralisées. Le détournement des deniers publics, l'insécurité généralisée et bien tant d'autres. Ces rapports sont assortis de plusieurs recommandations. Après leur amendement, les élus nationaux et l'adoption du rapport de la commission ad hoc par la plénière. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a indiqué que toutes les recommandations formulées dans ces rapports seront envoyées aux institutions requises conformément à l'article 145 alinéa 6 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, afin de permettre aux dirigeants de mieux appréhender les problèmes communs et particuliers observés dans différentes provinces du pays. Monsieur Jérusalem Thomas Kapouya, cadre de base au sein de l'UDPS, vous venez de suivre Monsieur Kadima qui a inauguré le grand dépôt de la CENI. Plus question de louer. Apparemment, Kadima tient toujours les rênes. Est-ce que il a toujours la confiance apparemment? Oui, la confiance, non. Il y a ceux qui croient, ceux qui comptent, ceux qui voient que non, ce que le président Kadima est en train de faire, il est dans les bons chemins. Il y a aussi ceux qui sont des opposants qui disent toujours que non, ce qu'il fait n'est pas dans l'air. Même au niveau du pouvoir. Non, au niveau du pouvoir, dire au niveau du pouvoir, oui, mais chacun est libre de s'exprimer comme il veut. Même au niveau du pouvoir, on ne peut pas toujours dire que même ceux qui sont à l'Union sacrée, tout le monde voit la même chose que son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au sein de l'Union sacrée, il y a ceux qui disent peut-être, ceux qui disent oui, ceux qui disent non. Et c'est ça la liberté d'expression que l'UDPS prône. On ne peut pas toujours imposer à tout le monde de dire oui, là où il faut dire non, soit ça, ou là où il faut s'abstenir. C'est tout à fait normal, ça c'est la loi de la nature. On ne peut pas dire non. La semaine a été marquée par cette grande rencontre du ministre des Sports, Didier Boudimbo, qui est allé à Brazzaville rencontrer son homologue Hugo Golnele, ministre des Sports. Le projet, c'est d'organiser une CAN conjointe entre la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville, veut cher au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui a envoyé son émissaire, le ministre des Sports, pour aller échanger, pour voir comment est-ce que les choses peuvent évoluer entre les deux villes, les deux capitales les plus rapprochés au monde. Suivez. De la parole à l'acte pour matérialiser cette volonté du chef de l'État, le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, était à Brazzaville le vendredi 13 décembre 2024 pour rencontrer son homologue Hugo Golnele, ministre des Sports de la République du Congo, et lui faire part, au nom du gouvernement congolais, de la volonté de la RDC de composer un ticket commun RDC Congo-Brazzaville et solliciter auprès de la CAF une co-organisation de la plus grande fête de football. Imaginez la CAN co-organisée dans les deux capitales les plus rapprochés du monde. La proposition a été très bien accueillie par le ministre Golnele, qui a promis d'en faire part très rapidement au président Denis Sassou Nguesso. Après les championnats d'Afrique de boxe
CAN féminine et handball 2024, la RDC vise désormais l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations de football, ce qui confirme, comme le disait le président de la République, Félix Tshisekedi, le 11 décembre dernier dans son discours sur l'état de la nation, que sous son leadership, le pays fait désormais partie de la liste des nations africaines aux grandes ambitions. Ici à Kinshasa, restons toujours en sport. Cette fois-ci, ce sont les anciens léopards, les légendes qui sont allés rendre visite au secrétaire général de l'UDPS pour essayer d'échanger et leur expliquer un peu leur vision. Suivie. Cela n'arrive pas tous les jours de voir les anciennes gloires du football congolais rendre visite à des autorités politiques. Pourtant, cela s'est bel et bien produit ce jeudi 12 décembre, composé de Santos Moutoubilé, Matoumon Aroum et Trésor Loaloa. Une délégation des anciens joueurs des Léopards a été conduite ce jeudi 12 décembre à la permanente de l'UDPS Tshisekedi, à la 11e rue Limité par Aziz Makoukoula, président des anciens footballeurs de la RDC. Émerveillé par l'audience leur accordée par le numéro 1 de l'UDPS, le président intérimaire et secrétaire général Augustin Kabouya, les anciens Léopards ont exprimé toute leur reconnaissance à l'homme de l'unité et parlent d'un acte patriotique qui prouve qu'ils ont de la considération dans le pays. Honoré par la simplicité de ce grand monsieur mécène de politique de notre pays, on est ému, on est très content et on espère que tout ce qui a été évoqué, vraiment il y aura un résultat positif et favorable pour nous les anciens footballeurs. J'ai joué le match le mardi passé, c'était le match des légendes. Il y a eu le chef de l'État qui a participé. C'était juste pour nous honorer en tant que des légendes. Je crois qu'il a fait du boulot parce que inviter tous les stars du pays, c'est vraiment quelque chose de bon. On est fiers de ça. Comme un grand fanatique de football, le secrétaire général Augustin Kabouya en a profité pour rappeler à ses hôtes quelques moments des rencontres sportives et ont marqué son esprit. Il faut cependant noter que la majorité d'anciens footballeurs de l'équipe nationale se retrouvent à Kinshasa en marge du match de la paix qui s'est joué ce mardi 3 décembre 2024 au Stade des Martyrs entre les anciennes gloires des Léopards, RDC All-Star et ceux de l'équipe française Variété Club de France avec la participation du chef de l'État. Et c'est au cours de la soirée organisée en marge de cette rencontre sportive que les Léopards avaient exprimé auprès du CG, l'UDPS Tshisekedi, le vœu de le rencontrer pour lui soumettre quelques préoccupations. Monsieur Thomas Kapouya, nous allons pratiquement vers la fin de ce rétro hebdo. Jérusalem, vous avez osé, quand je dis vous, c'est-à-dire le premier mandat, le chef de l'État a organisé les Jeux de la francophonie ici en République démocratique du Congo. C'était pour une première. Après, il y a eu, je crois, la grande compétition du handball. Après, il y a eu la boxe. Et maintenant, la République démocratique du Congo veut organiser la CAN pour une première aussi ici en République démocratique du Congo avec le Congo-Brazzaville. Est-ce que vous en avez les moyens? Ça me fait tellement plaisir de voir notre ministre des Sports, Didier Boudimbo, aller chercher son homologue Monsieur Hugo Londeli, ministre des Sports de Brazzaville. C'est pour matérialiser le dire de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La fois passée, nous avait promis que non, il va organiser le championnat de la Coupe d'Afrique ici en RDC. Mais les Congolais voyaient ça comme des promesses sans acte. Mais avec ce qui est en train de se préparer, je suis très sûr que ça sera pour la première fois d'organiser cette compétition ici en RDC. Je suis très ravi de voir mon CG Augustin Kabouya, que je serai en passant, qu'on a toujours surnommé mon petit chef, avec des anciens... Secrétaire général AI. Le secrétaire général et le président AI, avec des anciens de Léopard, de nos grandes équipes de la place. J'ai vu Roum là-bas avec Matoumou Nazola, avec le capitaine des Léopards. Justement, j'ai vu Moutoubilé Santos. Et j'ai vu aussi Saddam, qu'on avait surnommé à un certain moment. Qu'on avait surnommé à un certain moment que Western Union. Non, ça m'a fait. Je comprends l'émotion, je comprends. Ça m'a fait plaisir, comme ils ont été reçus par le président Haïd de l'UDPS. Mais je suis sûr que
beaucoup de choses dans l'année qui arrive vont changer. Le peuple va commencer à palper de bonnes choses. On l'espère. On espère parce que plusieurs investisseurs qui hésitaient, qui tâtonnaient, ils ont vu que non, avec l'allure que l'Afrique a pris et les déstabilisations de l'arrivée de Trump à la tête des États-Unis, les Occidentaux sont en train de trembler et c'est le moment où d'être premier, soit de se positionner en RDC pour ne pas manquer des marchés. Avant de terminer cette question d'actualité, nous sommes le 15 décembre 2024. Le chef d'État Félix Tshisekedi, au niveau de Luanda, va rencontrer le président rwandais, M. Paul Kagame. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette rencontre? Fallait-il qu'il fasse cette démarche ou il devait aussi peut-être refuser? Parce que nous savons que les Rwandais, ce sont des gens qui ne disent pas la vérité et qui sont très nuisibles. Oui, on considère Paul Kagame comme quelqu'un qui est félin. Il est très rusé, Paul Kagame. Et quand il tombe dans ses propres pièges, il a toujours fait des rétropédalages. Mais quand on voit Paul Kagame, on voit l'Occident, en l'occurrence l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Angleterre. Et demain ici, il y avait aussi Pologne qui s'était imprégné dans leur lot là des agresseurs qui agressent notre pays. Et quand on a vu les changements des pouvoirs aux États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump, comme il est très décisif pour dire que non, avec lui, plus de question encore de la guerre. C'est comme ça que tu as vu, Kagame veut se précipiter, soit veut s'innocenter et dire que non, l'association de l'Est, ce n'est plus moi Kagame, c'est M23. Mais quand on voit M23, on voit les fleuves, c'est toujours pour Kagame qui est le gendarme des Français, qui nous fait toujours traîner par terre, qui enlève la population. Ce déplacement de Luanda. Oui, pour plusieurs Congolais ne voulaient pas que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi puisse se déplacer par rapport aux engins de l'insécurité qui bat à record, parce qu'on a dit, on a écouté, on a parlé, on a chuchoté à gauche à droite pour dire que non, la messe a été déjà dite. Souvent, quand on arrive à la fin du pouvoir de l'Amérique, ils ont toujours tendance à renverser le pouvoir en Afrique, comme on a vu avec Mouzé et Bill Clinton, et pourquoi pas aussi Biden, avec sa philosophie de continuité. Ça, c'est votre crainte, en fait. Oui, ça, c'est notre crainte. Nous avons les craintes de ça. Avec Biden, et comme il suivait toujours la ligne qui a été tracée par Obama. Mais le contexte n'est plus le même, et puis il faut dire que les choses évoluent. Justement, mais il faut toujours avoir l'esprit là de sous-estimer. On ne peut pas sous-estimer l'adversaire. Parce que quand on voit Kagame, ce n'est pas Kagame qui est l'acteur principal, mais on le voit comme un gendarme. Derrière Kagame, il y a des Occidentaux qui sont toujours en train de faire des choses qui ne sont pas dans la logique, dans la vision des peuples congolais. Et je suis en train de voir un grand homme diplomatique, un diplomate de carrière, qui est son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il pourra contourner les pièges qu'on l'attendait en Angola, avec la complicité des Occidentaux. Je tiens que nous allons nous en sortir. Grand merci à vous, Monsieur Jérusalem Thomas Kapouya. Je rappelle que vous êtes cadre de base au sein de l'UDPS. Avec vous, nous avons pratiquement commenté l'actualité de la semaine. C'en est fini pour ce soir, pour ce retro hebdo. Rapidement, un peu de moi, vous avez quelque chose à ajouter? Nous sommes en fin de l'année pratiquement. Oui, je salue tous les peuples congolais à tous les niveaux. Je leur fais voir que notre pays est esclavagisé à tous les niveaux. Et le temps est arrivé pour qu'on puisse ouvrir les yeux et chercher à arracher de force l'esclavagisme occidental, comme et même ce qui m'avait fait encore étonner quand j'ai vu la guerre qui s'est passée entre Ukraine et Russie, et j'ai vu le président Macron qualifier président russe comme un impérialiste. Mais quand ça se passe à leur niveau, quand ce n'est pas dans leurs intérêts, oui, là, ils sont en train de dénoncer. Mais quand la population congolaise est en train de corper des misères, des tueries, des massacres, des viols, comme ils ont l'intérêt en ça, ils font la loi de l'Omerta
Et le temps est arrivé pour qu'on puisse nous prendre en charge, comme disait Sphinx Etienne Tshisekedi Moulumba. Et mémoire. Merci à toi, Soule Mboyo, qui a tenu de main de maître la réalisation et puis la technique au niveau ici pour ce rétro hebdo. Merci à l'assistance à mon frère et ami Rodrigue Niembo que je salue. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Kanakin Télévision. Merci à tous les internautes qui nous suivaient depuis les États-Unis, la France, la Belgique. Je vous salue, je vous dis merci pour la confiance. Merci à vous tous qui nous appelez depuis le Congo profond. Grand merci à vous. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'année. Beaucoup de bonheur, beaucoup de courage. Et j'espère que l'année 2025 qui commence va s'annoncer avec beaucoup de bénédictions et beaucoup de réussite dans toutes vos entreprises. Je vous dis merci. Prenez bien soin de vous. Monsieur Thomas Kapouya, qui était l'invité Jérusalem, cadre de bas de l'UDP, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie. Allez, bye bye.